Salut les Climboïdes! Dans cette vidéo, on vous partage la seconde partie de notre interview avec Guillaume Levernier. Guillaume Levernier, il a fait de la recherche sur comment développer la force maximale des doigts, la notion de RFD, mais également la puissance du membre supérieur. Dans la première vidéo, on parlait entraînement et recherche. Je vous remets le lien ici en haut de la vidéo. Dans cette seconde partie d'interview, on va parler essentiellement de son amour pour la grimpe, sa passion sur le fait de partager son expérience au sein du club de l'ES Massy. On sent vraiment que c'est comme une deuxième famille pour lui et qu'il est vraiment attaché au fondement et à la notion de club d'escalade. Et puis on finira par les petites questions flash dans la fin de cette seconde partie. Cette seconde partie, elle est vraiment passionnante. On sent toute sa passion, toute son émotion dans sa relation qu'il a avec l'ES Massy. Je ne vous en dis pas plus. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à nous supporter. Pour nous supporter, c'est extrêmement simple. Laissez un commentaire en bas de la vidéo, mettez un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, bonne écoute. Allez, on va parler d'un autre sujet, le club de Massy. Tu es coach notamment à Massy, pas que à Massy. Voilà. C'est quoi ton rôle au sein de Massy? Comment ça se passe? Et alors effectivement, je suis salarié, je suis en CDI au club de Massy. Je vais avoir plusieurs missions. Je vais piloter le haut niveau au club de Massy. C'est-à-dire que j'ai pas une stratégie. Ok, bah voilà, il faut qu'on développe tant dans le niveau. Et pour faire ce niveau, il faut ça, il faut des voies très dures, il faut des blocs très durs, il faut des prises, il faut qu'on parte sur telle ou telle compète, il faut que globalement on ait tant de grimpeurs en équipe de France, etc. etc. Du coup, j'ai une vision un peu systémique du club. Et après, je vais avoir une vision également plus individuelle. Ok, pour chaque grimpeur, qu'est-ce qu'il faut? Il y a des grimpeurs que je vais suivre personnellement dans le lot, d'autres où je vais juste chapeauter le projet sportif de loin, d'autres ils vont juste venir au club. Et voilà un peu comment ça va s'organiser. En fait, je pense moi que un club, c'est un super support, un très très bon support. Super, ça fait un peu. Un très bon support pour les athlètes de haut niveau. On n'a pas une finance infinie au club de Massy, on ne peut pas arriver et tout offrir. Mais c'est un endroit, notamment vraiment en diff là surtout. En fait, l'avantage en bloc, c'est qu'on a plein d'endroits pour s'entraîner. En diff, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vraiment un endroit où on va tous se rejoindre ensemble et on va grimper ensemble et on va faire de l'autre performance ensemble. Tu vois? Ouais. On est vraiment donc il y a vraiment cette émulation et cet esprit de groupe et qui va faire que les uns vont se tirer vers le haut avec les autres, etc. Ouais, ça reste un sport individuel où la performance elle est individuelle, mais l'entraînement du quotidien, ce que je disais déjà dans une interview il n'y a pas longtemps, mais si tu vas à l'entraînement et que tu passes un mauvais moment et que tu n'es pas content d'y aller, tu pourras pas durer. Ouais, bien sûr. Alors que si tu viens, tu es content, tu as des voix de qualité, tu as des gens avec qui tu es content d'être, avec ton coach ça se passe hyper bien, il te connaît très bien, tu le connais très bien. Par contre, tu sais que ça va être dur parce que tu sais que ça va être dur. Je suis sûr que ça va durer. C'est tout bête, mais on va au championnat de France à Anse. Adrien Lemaire devient champion de France. On prend une photo de groupe tous ensemble. Je pense qu'on est le seul club à avoir fait ça. Vous étiez 11 ou un truc comme ça. On était 15. 15, ouais, c'est ça. C'était et surtout, la photo, tout le monde, vraiment, quand Adrien, il est en finale, mais il y avait tout le monde derrière. Il y en avait qui étaient dégoûtés de ne pas être en finale, mais ils étaient tous derrière Adrien. Ouais, l'esprit du club, en fait. C'était incroyable. La famille, en fait. Et et tu vois, Adrien devient champion de France et tout le monde le lève et le porte comme ça. Et c'était incroyable. Là, il y a eu le sélectif équipe de France. On a été plutôt performants. On sera encore plus, j'espère, plus performants sur les suivants. Et après, à la fin, on est tous fait une photo de groupe ensemble, mais on est le seul club à avoir fait ça. Alors qu'on était à Mineral Spirit, à Valence, on s'est tous rassemblés, on s'est dit, bah viens, on va prendre une photo tous ensemble. Pour moi, c'est important ça. Parce que les à côté sont importants. Quand tu vas en compète, le soir, tu rigoles avec tes copains, puis après, tu es capable d'avoir des conditions correctes pour récupérer, etc. Tu arrives en compétition, là, chacun se met dans son coin. Certains grimpeurs, ils aiment bien s'entraîner, s'échauffer ensemble. J'en ai un, là, Victor, il a mis son casque, il s'est mis dans son coin tout seul. Il s'est chauffé dans sa bulle, et il a déroulé son truc. Et par contre, une fois que c'était fini, hop, il revient avec tout le monde, on passe un très bon moment dans la soirée, puis on dort, puis le lendemain, refocus, etc. Et du coup, ça, c'est bien parce que on a un support où on s'entraîne tous ensemble, où on arrive à se voir assez régulièrement. On a le pôle France à Karma qui est quand même un super outil. On a les Alpes parisiennes qui sont performantes et on a vraiment tout pour s'entraîner dans les Alpes parisiennes avec Pantin, etc. Et varié, avec des ouvrages variés. Et surtout là, il y a quand même des horaires qui se bougent pour mettre des choses, des blocs de compète dans les salles privées. Du coup, c'est vraiment très bien pour nous. Et après, pour revenir sur le club de Massy, on essaye d'aider financièrement les grimpeurs.
Donc, je pense qu'on est l'un des seuls clubs où quand tu es en équipe de France, ben, le club prend tout en charge. Ouais. Du coup, ton adhésion. Ça veut dire déplacement, ça hôtel quand tu vas sur les compètes. Hôtel, le déplacement, l'inscription à la compète. Et ça, c'est important. Enfin, sincèrement, les clubs, il y a une gestion du budget, c'est évident. Bien sûr. Mais c'est vrai que le fait de donner des cours à des plus petits qui n'ont pas forcément besoin de tout ce matériel, en fait, hein, voilà, ça peut, voilà, ces inscriptions-là, elles peuvent financer des compétitions sur ceux qui vont aller perfer. Ouais, voilà. C'est hyper, ça c'est voilà, c'est une très très bonne chose. Du coup, on les aide comme on peut. On fait des simulations au club, on ouvre des voitures, on va venir des ouvreurs, etc. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un club. Ouais. Et ce club, il est là pour tout le monde. Ouais. Du coup, par exemple, là, il y a une semaine, on a eu les championnats de France handi-escalade. Puis après, il y a eu une semaine de réouverture. Du coup, on a rouvert plein de voies dures. Ouais. Je me suis battu pour qu'on ait vraiment plein de voies très dures. Mais c'était aussi important qu'il y ait des voies faciles. Que tout le monde puisse cohabiter ensemble. On est quasiment 800 adhérents. Voilà, parce que Massy, j'ai un pote qui me dit des fois, ouais, j'ai l'impression que Massy, ils ont le monopole du haut niveau, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Guillaume, je te fais un bisou. mais voilà, Massy, c'est pas qu'un club élite. Massy, c'est un club, c'est un des plus gros clubs d'Île-de-France, oui, mais tout le monde peut pousser la porte du club de Massy et venir s'inscrire. C'est-à-dire que si tu débutes en escalade et que tu habites pas loin, eh ben, tu peux aller à Massy. Si tu as grimpé en salle, que tu commences à progresser mais que tu ne sais pas comment plus progresser, tu peux cogner à la porte de Massy et voilà quoi. Sans problème, il y a vraiment, là j'ai calculé il n'y a pas longtemps, il y a en diff, il y a quasiment, on a plus de 100 voies. 100 voies dont il me semble 37 voies entre 6A et 6B+. Ouais. Du coup, tu as vraiment une densité de voies plus facile, on va dire plus accessible. En gros, tu as les moyens d'une salle privée dans un club. Mais bien sûr, exactement. Et tu paieras ton adhésion 300 à l'année, ça va peut-être un peu augmenter l'année prochaine avec l'augmentation de la part fédérale. La licence, ouais. De la licence. Mais pour 300 balles à l'année, c'est rien. Et tu peux venir grimper tous les soirs, tu peux venir grimper le week-end, tu peux venir grimper les midis. Enfin, c'est un truc de malade. Ouais. T'as des cordes à dispo, t'as plein de voies. Les voies, elles changent tous les 6 mois. Enfin, c'est un club pour tout le monde. Et je suis très donc, content. ton rôle là-dedans, c'est d'offrir aux membres du club de la bonne humeur, de l'énergie pour qu'ils passent un bon moment, mais également les meilleurs outils pour qu'ils puissent progresser du mieux possible en fait. Tout à fait. Ouais, il nous faut. Si on veut faire du haut niveau, ça coûte tant. Si on veut niveau, il faut tant de voies dures. Il faut qu'on puisse avoir accès au mur régulièrement. Ouais, bien sûr. Enfin, t'as pas le choix. Ouais. Tu peux pas. Mais oui, le message c'est que un club, c'est important aussi qu'il y ait ces réouvertures de voies, voilà, offrir des moyens aux membres. Je sais que ça coûte de l'énergie, je sais que c'est pas facile, hein, etc. Et je sais que c'est souvent un travail de bénévole. Mais c'est important parce que ça fait partie de la vie du club et ça fait. Et je trouve ça. Voilà, ça permet de donner du plaisir aux membres. Ils sont contents de venir quand il y a des nouvelles ouvertures, etc. Et ça renouvelle, ça redonne de l'énergie, ça redonne un coup de boost et c'est génial. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au club. C'est grâce au milieu associatif. Je ne suis pas là aujourd'hui à être entraîneur de sportif de haut niveau grâce au stade privé. Non, c'est parce que je suis allé au groupe d'escalade de Limours. Puis après, je suis allé à la fac, je me suis inscrit dans un club, puis j'ai continué. Puis on prend 2 PS à l'époque qui m'emmenait à Fontainebleau. Puis après, il y avait les petites sorties avec mon club, etc. C'est comme ça que je suis arrivé à être là aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est important de le préciser. Je suis attaché au club. J'aime bien arriver au club, connaître tout le monde. Ouais. Je connais plein de gens, je dis bonjour à tout le monde. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé au club de Massy, il y a 5 ans, les grimpeurs, en fait, on a la salle de diff, on a la salle de bloc et les grimpeurs, en fait, ils faisaient plutôt du bloc à l'époque et ils passaient sans dire bonjour. Ils passaient directement s'entraîner et ils repartaient. Moi, je dis non, ça c'est fini. Vous passez par la salle de diff, vous dites bonjour aux gens. Vous êtes dans un club, vous n'êtes pas là on n'est pas en train de consommer, on est vraiment là pour créer quelque chose, créer un temps, un endroit. Vrai tissu social, voilà, où les gens ils se parlent, où les gens ils partagent. Exactement. Par contre, effectivement, il y a des moments où, ok, là tu as tapé ton run. Il veut taper son run. Je dis aux gens, mais là, vous ne lui parlez pas. Il a besoin, là, il est là pour s'entraîner. Du coup, et d'ailleurs, les gens le respectent très bien. Ils voient ça. Là, il n'y a pas longtemps, je m'en souviens, il tape son run. Il est comme ça par terre, il est en train de mimer sa voix comme ça, avec sa musique et tout là. Visualiser à fond. Et tu avais des gens à côté.
il avait déjà vu faire ça, du coup ça le faisait rire. Mais au début il disait mais c'est qui cet extraterrestre? Et c'est marrant parce que la personne à côté tapait sur un ordre du CISA et lui était dans un 9A+. Il était là en train de hurler et les gens ça les fascine. Enfin tu vois, cette cohésion sociale, ce tissu social, faut qu'il soit varié, faut que tout le monde doit cohabiter ensemble. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde est représenté en fait. Et ça c'est vraiment génial. Ouais. La team Massy, on appelle ça la team biceps. Ouais. Pourquoi on appelle ça la team biceps? C'était l'époque d'Antoine Vente de Pute. Ça vient d'Antoine Vente de Pute. À l'époque, il appelait ça l'armée du biceps. Moi, je voulais être plus pro, du coup, on se détache de ça. Mais oui, ils appellent ça l'armée du biceps. C'est plutôt des gens il faut qu'on soit fort, quoi. Antoine, je me souviens, quand j'avais aidé un petit peu BO à démarrer là, avec sur BO1, on avait organisé un petit stage avec l'équipe de France à BO. Et tu sais, il y avait des grosses boules, mais des demi-sphères de ce diamètre-là, donc très fuyant, tu vois, sur la poutre là. Et je m'en souviens très bien de cette vidéo. Et il arrive, il saute. Déjà, il reste vaché sur la boule, tu vois, le truc surréaliste. Et au-delà d'être vaché ensuite, il ferme le bras, il traque un bras tranquille, tu vois. Et là, il fait ah ouais. Mais Antoine, il est lunaire. Mais Antoine, mais moi j'adorais. Du coup, ça a été mon collègue. En fait, quand je suis arrivé, je travaillais avec Antoine et Quentin Boulet, qui après est parti dans le sud de la France. Qui bosse pour Climb With Us maintenant, je crois. Quentin. Exactement, mais il était entraîneur de l'équipe de France jeune, puis après, il est entraîneur privé. Du coup, j'ai bossé avec Antoine et maintenant, je bosse avec Ludovic Delmotte. Tous les deux, Ludo, on va être tous les deux sur le haut niveau. Lui plutôt sur les jeunes, moi plutôt sur les seniors. Et ça se passe bien. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut. On pourrait faire mieux. Moi, ce qui nous manque, de toute façon, à Massy, ce que je dis toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Là, je suis allé voir. C'est le nerf de la guerre pour tous les clubs. Mais c'est sûr. Mais même pour la Fédé, pour tout le monde, bien sûr. Tu peux le voir. Moi, on a regardé, si tu veux accompagner des sportifs de très haut niveau, 8 sur un projet JO, il me faut 200 000 € par an. Mais vraiment, pour vraiment avoir le package tout compris, etc. Bon, du coup, j'ai pas dit qu'il fallait 200 000 € au club parce que ça marche pas. Mais globalement, en fait, on essaie de chercher l'argent. Là, on galère. Mais même Massy, nous, qui avons quand même un nombre de licenciés conséquent, qui on a quelques aides, etc. Mais on a des difficultés financières. On n'est pas. Voilà. Du coup, j'imagine bien que les autres clubs, c'est pas facile pour eux non plus. Oui, et puis un petit club, il va pas forcément avoir la démarche d'aller chercher du sponsor. Ce que j'appelle chercher du sponsor, c'est ne serait-ce que taper, tu vois, faire le catalogue de toutes les boîtes dans ta région. Pour mendier quoi, pour demander voilà, tu n'aurais pas 1000 balles à nous lâcher pour supporter le club et on t'affiche sur les murs quand on organise des compètes, sur nos t-shirts ou des trucs comme ça, tu vois, ça peut être juste ça. Ça peut être aussi la démarche de se rapprocher de la Fédé, parce que la Fédé, elle peut aussi soutenir certains clubs qui sont en cours de développement notamment, avec des subventions, avec des moyens pour salarier quelques membres du bureau très actifs, s'il y a un vrai projet de développement de club, etc. Mais bon, pour ça, il faut faire des dossiers, il faut faire des demandes de subventions. C'est géré par des bénévoles. Et c'est géré par des bénévoles, voilà quoi. La présidente du club qui s'appelle Isabelle Gourjon, qui est top, vraiment elle est top, elle est investie de fou au club, elle travaille à temps plein à côté. Et le soir, elle arrive au club, elle a 8 salariés à temps partiel qu'elle doit gérer, 800 licenciés. C'est lunaire. Là, actuellement, on arrive à avoir quelques sponsors, quelques aides, on va dire, de l'État, du département, etc., mais qui sont plutôt, vu la conjoncture actuelle, en baisse. Bien sûr. On arrive à trouver un peu des sponsors privés, notamment on a Camp, qui effectivement nous donne de l'argent. D'ailleurs, on a direct acheté des prises, parce que il nous fallait des prises, du coup on a acheté des prises. Les prises, ça coûte super cher. Ça coûte une blinde. Mais en fait, encore une fois... Et vous n'arrivez pas à avoir du sponsoring de marques de prises qui peuvent vous donner des prises? C'est compliqué. Ça, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Là, on a eu une dotation de Volks. On a eu également un prêt de Pink Turtle et on est en train de voir avec Expression, mais c'est compliqué. Bien sûr. Est-ce que tu as un souvenir d'entraîneur, un ou plusieurs souvenirs d'entraîneur à nous raconter? J'en ai plein. Allez, vas-y, lâche les dossiers. Je vais essayer de pas donner tout dans les mêmes parce que j'avais parlé dans le grimper, j'avais donné un de mes souvenirs d'un de mes grimpeurs, mais je ne donnerai pas celui-là du coup. Je vais en donner un autre. Il y en a plein. Je vais en donner un alors, avec Massy, j'ai demandé d'avoir un financement pour partir en stage à Voiron. Donc on passe une semaine à tous s'entraîner. Je me souviens, il y avait Adri, le maire, Arthur, Kylian, Léo Chiba, Elliot Barnabé, peut-être Satya et Arthur Ebolo, je sais plus, et moi. Du coup, on passe une semaine à s'entraîner tous ensemble à Voiron et le week-end, il y avait une Coupe de France à Anse. Où il y a eu les championnats de France d'ailleurs cette année. Mais à l'époque, c'était une Coupe de France.
Et le fait est que tout le monde est tombé un peu malade, chacun son tour. On s'est tous profilé un peu la maladie. Ouais. Je crois que c'est parti d'un grimpeur de Voiron qui a refilé à Kylian, qui a refilé à Léo, qui d'ailleurs me l'a refilé après. Et le fait est qu'on est arrivé à Anse, un peu tous fatigués, et notamment Léo Shiba qui était tout blanc et qui avait plus de bois. Et j'ai dit ça va Léo, il dit ouais ça va, c'est comme ça. Et je lui dis mais ça va la compète, il est tout blanc, il fait ouais t'inquiète ça va aller. Et il fait des qualifs, et incroyable. Il était tout fatigué, et avant chaque bloc, il y allait, il mettait son meilleur, et il rentre en finale. Truc de ouf, truc de ouf. Vraiment, et Adri rentre en finale aussi, je m'en souviens. Le truc improbable quoi. Incroyable, vraiment il était fatigué, on sentait qu'il parlait. Truc de fou. Du coup, il va se reposer parce qu'il y avait les finales à taper. Là, on sentait qu'il n'y avait plus d'énergie. Il va en finale, le bloc 1 compliqué, le bloc 2, il a du mal à démarrer. Et je me souviens, le dernier bloc, c'était un bloc, tu avais une espèce de plate, mauvaise plate. Et il fallait sauter dans une arquée et vraiment la serrer très très fort. Et il n'en pouvait plus, il avait tout de suite aperçu, il était au bout de sa vie. Et on sentait qu'il n'avait plus d'énergie. Et Léo Shiba, quand il n'a plus d'énergie, ça se voit. On sent que la vie, elle est dure, quoi. Et là, je suis dans le public. Allez Léo, c'est le dernier bloc, c'est maintenant. Et là, mais il y a un truc qui a switché, lunaire. Et là, il va dedans, il prend l'arquet, il hurle. Et il tient la prise, il n'avait plus de peau. Il ramène, je sais plus ce qu'il fait, il tient une arquet, il repousse et il fait le bloc. Ouf, c'était ouf. Donc, vu l'état dans lequel il était, de fatigue, comment il a pu repousser sa limite, c'était dingue. Et vraiment, en tant qu'entraîneur, ça m'a, waouh. C'était dingue, c'est hyper inspirant de voir. C'est possible quoi. C'est possible, tu peux aller hyper loin. Ça c'était vraiment une expérience de dingue, mais j'en ai plein. Arthur, quand il gagne une Coupe d'Europe, je suis en falaise, j'étais au baptême d'un copain à Marseille, du gamin de spot à Marseille, on part grimper en falaise. Juste après on arrive à s'échapper, j'avais un projet en 8B, j'arrive à la falaise, j'étais au fond du gouffre parce que qui dit baptême dit tu manges beaucoup, etc. Je fais une montée dans mon projet, ça va pas, je redescends. Je me dis, ah, ça va pas là. Et là, du coup, j'ai sur mon pote, il se vache. Et là, il y avait la Coupe d'Europe, la finale de la Coupe d'Europe en Espagne, avec Arthur Lebris. Et Arthur, il gagne. Là, je fais, waouh. Et je dis à mon pote, descends, je vais enchaîner ma voix. Je vais dedans, je l'enchaîne. C'était un truc de malade. Et c'était, mais c'était sûr. Et j'en ai plein, des trucs. Mélissa, Couder, quand il fait Big J'appelle ça l'effet testostérone. C'est un truc de fou. Tu sais, un peu comme quand t'es en forêt, t'es pas bien et tout, t'es avec tes potes. Et puis, il y en a un dans la team qui fait le bloc. Ah ouais, c'est un peu locomotive. Et là, d'un coup, Ah ouais, mais c'est fou. J'en ai plein. J'ai plein de. On passe beaucoup de temps à échouer. C'est un sport, on va dire, c'est un métier qui est très frustrant, l'entraîneur. Si tu veux être un bon entraîneur. Être grimpeur aussi, je trouve. Être grimpeur, c'est dur. Mais quand tu es bon entraîneur, tu passes beaucoup de temps à être frustré. Tes grimpeurs, ils échouent souvent. C'est con, hein, mais là, j'en ai 8 dans le minibus. Plus nous, on est 9. Je dis, il y en a un seul d'entre vous qui pourra être champion de France. Un seul. Sans compter les autres clubs, hein, Chambéry, Toulouse. Et dans ce cas-là, tu fais comment pour les motiver, les mobiliser, pour que ce jour-là, ils arrivent à être dans leur bulle, dans leur compétition à eux, mais sans pour autant qu'ils aient envie de pourrir leurs collègues, leurs frères de Massy, en fait, tu vois. Est-ce que dans ce cas-là, tu leur parles? Est-ce que tu as un discours ou est-ce que chacun un peu vit sa vie? Je dirais que je le prépare surtout en amont. C'est pas le jour de la compète, vous l'avez quand je suis en minibus, bon les gars. Et les nanas, alors j'ai oublié de vous dire. Mais... ça va être la guerre demain là, ça va être la guerre. Non, en gros ça se prépare vraiment en amont. L'entraînement au quotidien c'est quelque chose qui est très important, il faut que ça se passe bien. Et je me souviens quand j'ai commencé à entraîner à Massy, on avait des grimpeurs qui venaient juste pour battre les autres. Et du coup on a dû travailler là-dessus. Là-dessus, on discutait ensemble, développer. Voilà, enfin, si vous devez vous entraîner au quotidien, si vous pourrissez constamment au quotidien, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, vous ne serez pas vos meilleurs amis, mais vous devrez cohabiter ensemble, vous devez apprendre l'un de l'autre. D'ailleurs, même je me souviens à l'époque, on a fait signer une charte à tous les grimpeurs qui rentrent au club de Massy pour faire la compète. Ils devaient signer une charte, on leur expliquait que pas de téléphone à l'entraînement, que justement ils devaient porter le t-shirt. Vous devez être fiers. Moi, je suis très fier de mon club, très très fier de mon club. Je suis très fier de le représenter, etc. Du coup, je demande à mes grimpeurs de faire pareil. Tu vois, Adri, quand il était champion de France et que sur l'interview Bloc Corp, il a un t-shirt de Massy, c'est fort. C'est fort et c'est bon. Bien sûr. Il est attaché. Et pourtant, il ne passe pas beaucoup de temps parce que il a fait une simulation. Parce qu'il a son métier, il passe pas sa vie au club. Exactement. Etc. Et puis dans une série d'entraînement, il grimpe avec Nico, plutôt à Karma, etc. Pourtant, il est attaché à ce club-là. Tu vois. Moi, c'est pareil. Tu vois, à Degré Plus, j'ai pas passé beaucoup de temps à Degré Plus, mais je suis attaché à Degré Plus. Tu vois. Le challenge Lamoureux l'été dernier, j'y vais parce que c'est mon club de cœur. C'est local. Ils sont à Saint-Fargeau. Moi, je suis à côté de la forêt. Tu vois, c'est pareil. Et ouais, je trouve que par rapport à des salles privées, je suis aussi attaché à Blockout, bien sûr, parce que je suis abonné à vie à Blockout de toute façon. Donc voilà.
Et c'est un peu ma deuxième famille, ça le sera toujours. Mais voilà, ce club de Grey+, bah, j'y pense toujours, tu vois, et je me pose toujours la question comment je pourrais trouver du temps pour aller redonner des cours, etc. Tu vois, et ouais, on s'attache en fait, c'est vrai qu'on s'attache. Ouais, je m'entends bien avec les gens, je suis content d'y arriver, d'aller de venir, dire bonjour à tout le monde. Là, on a ouvert plein de voies, là, je suis trop content de voir des gens. Là, j'ai ouvert des voies dures, mais des voies moins dures. Ouais, tu vois les gens arriver, ils ont le smile et tout. Voilà, on a un mur, vraiment, là, sûr. le mur, il est badant. Franchement, c'est incroyable. Enfin, badant, dans le bon sens, il est incroyable. Pareil, il y a plein de prises partout, des belles prises, on s'est équipé avec des voies très dures, des voies moins dures, mais démente. Du coup, ces clubs, c'est. Ouais, vraiment. Allez, on va passer sur les questions pour la fin. Allez. Il y a des personnes qui m'ont posé des petites questions, je vais te les poser. On commence par la question de Louis. Qu'est-ce que tu penses de l'escalade de vitesse? Mais en fait, pour moi, ça ne répond pas à l'activité de l'escalade parce que tu... Comment dire? En gros, quand tu fais de l'escalade, tu t'adaptes à un milieu qui est changeant. Tu n'as pas le côté problème en fait. Oui, voilà, exactement. Voilà, tu optimises un milieu qui ne change pas. Alors, tu as le mur, le grain qui va un peu changer, les conditions météo, etc. Mais on va dire qu'on est dans une voie stéréotypée. Voilà. Ça ressemble toujours à du 100 mètres. Ça ressemble toujours à du 100 mètres. Toujours les mêmes prises au même endroit. Voilà. Exactement. Du coup, tu auras des petites variations de température, etc. Mais on va dire que le support est le même. Tu sais que la prise va être comme ça, tu vas prendre comme ça, etc. Et tu n'as pas ce côté lecture, etc. Voilà. Par contre, j'ai fait un peu de vitesse. J'en ai même pratiqué pour moi. Je suis descendu en dessous des 9 secondes. J'ai dit, allez, vas-y. Je descends en dessous des 9 et après j'arrête. J'ai fait 8 secondes 98. C'est bon, j'arrête la vitesse. Mais c'est hyper intéressant en termes d'apprentissage pour des jeunes, pour apprendre justement à travailler un peu la coordination entre le bas et le haut, et de pousser dans les jambes et tirer dans les bras. Dynamisme, pousser de jambes, pliométrie des bras et tout. Pour ensuite aller faire de la cordo et tout derrière dans des blocs, je trouve que c'est un super outil. C'est un super outil d'apprentissage. Du coup, voilà ce que je peux dire de la vitesse. Allez, première question de Lulu. Deux questions assez proches. La première question de Lulu, c'est quelles sont les principales qualités qu'un grimpeur de haut niveau doit avoir selon toi? Lulu, elle poste beaucoup sur Insta. Je pourrais vous mettre le lien de son Insta dans la description de la vidéo. Elle est devenue coach récemment, donc tu vas voir, je pense que ces questions, c'est un peu lié à ça. Donc la première question, c'est ça, c'est quelles sont les qualités qu'un grimpeur de haut niveau doit avoir selon toi? Je dirais que la qualité numéro 1, c'est la résilience. C'est être capable de rebondir face à un échec parce que tu passes beaucoup de temps à échouer. On passe 99% de notre temps à échouer. Rien que quand tu vas en forêt dans un bloc très dur. Moi, je me souviens, pour faire l'apparemment du bas, j'ai passé 15 séances à faire un move. Tu prends une espèce d'inverse comme ça, tu mets une spate, tu prends une arquée, tu te pends dessus, tu montes un pied droit et un pied gauche très haut et là tu sautes dans une prise loin et tu rejoins le debout en fait. Mais ce move là, j'ai mis 15 séances à faire un move. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé 40 minutes, j'ai travaillé pendant 3 ans en bloc, je suis reparti chez moi, etc., avec des copains à chaque fois, etc. Du coup, là, je dirais c'est la résilience. La résilience et être capable d'y consacrer beaucoup de temps de ta vie aussi. Si tu veux être sportif de haut niveau, ou même sans parler de haut niveau, parce que le problème du haut niveau, si tu n'es pas un bon compétiteur en extérieur, si tu n'arrives pas le jour J à être performant, c'est ingrat au milieu de la compétition. Tu vois, tu as des très bons grimpeurs qui ne sont pas du tout des bons compétiteurs. C'est deux choses très différentes. Mais en tout cas, si on dit tu veux être un bon grimpeur, tu as intérêt à passer un sacré beaucoup de temps dans ta vie, d'être omnubilé par ça. Et puis, je trouve qu'il faut aimer ça aussi, surtout. Aimer le process. En fait, il faut aimer le process. D'ailleurs, Lucien le dit, et il a raison. Il faut aimer le process. Tu vas sur ton blog, il faut avoir soif de vouloir progresser tout le temps et encore et encore. Si tu es obnubilé uniquement par l'objectif à avoir et pas par le chemin par lequel tu passes, tu peux pas être, tu pourras pas, c'est pas viable dans le temps. Faut être, moi je suis Ludovic Delmotte, mais il a fait quand même des blocs très durs à Fontainebleau, il a fait la force, il a fait pas mal de blocs durs. Il est obnubilé par ça. Il va, et il y retourne, et encore, et encore. C'est sa vie en fait, l'escalade ça coule dans ses veines en fait. Exactement. Alors la deuxième question qui est assez proche, c'est quelles sont les principales qualités qu'un coach doit avoir pour faire un suivi de qualité? Je dirais un minimum de compétences. Il faut être formé. Tu peux pas t'improviser coach comme ça. Si tu as zéro connaissance anatomique, physiologie, biomécanique, tu ne seras pas un bon coach. Mais c'est un minimum. Je dirais que c'est important, mais c'est pas ça on va dire ton support de base. Ton support de base, pour moi, c'est la relation que tu vas tisser avec ton athlète. Et comment tu vas être capable de comprendre ce qu'il vit, de te projeter avec lui. C'est une forme d'empathie en fait.
On pourrait dire de l'empathie. Ouais. En fait, il y a de l'empathie, il y a un mélange d'empathie, de... Si, oui, on pourrait dire ça. Ouais, carrément. Où tu arrives un peu à comprendre. Moi, je vois ça un peu dans le milieu de l'informatique avec mes clients, tu vois. Ils ont un besoin, il faut que j'arrive à rentrer un peu dans leur tête pour me mettre un peu à leur place et comprendre, voilà, ce besoin, quel est-il le jour J, et un peu même aller au-delà en me disant, et où ça va nous amener d'ici 5-10 ans, tu vois. Ouais, c'est voilà, ça, ouais. C'est un peu ce que je fais comme dans mon job. Et bilan, c'est ça, tu vois, je vais apporter une réponse, une première réponse, mais j'ai déjà tracé un chemin sur 5-10 ans derrière. Ça c'est sûr, voilà. Ça c'est sûr. En tout cas, ouais, quotidiennement, il faut t'intéresser à la vie de ton grimpeur. En fait, on a tous des passifs différents. Moi, j'ai grimpé beaucoup à Fontainebleau. Là, j'avais un grimpeur, il a grimpé toute sa vie sur un panneau. Du coup, il n'a pas du tout les mêmes manques et les mêmes besoins. Du coup, moi, via mon prisme, via mon passé, je dis, ok, l'activité skate, c'est ça. Lui, il le voit d'une façon complètement différente. Du coup, si on n'arrive pas à avoir le même langage, il ne peut pas progresser. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas vous comprendre. Non, on ne peut pas se comprendre. Exactement. Du coup, il faut comprendre d'où il vient, quel est son passif, où est-ce qu'il veut aller. Il faut être aussi lucide sur, ok, tu veux faire du haut niveau, il faut avoir une idée de ce que c'est que le haut niveau. Si tu veux faire un débloc dur, il faut avoir une idée quand même des curseurs de force, même des attentes techniques, de l'exigence, de plein de trucs. Tu ne peux pas arriver... Et puis je pense que c'est aussi un choix de vie. Tu vois, te dire, je vais faire du haut niveau... en étant à fond dans les études, en ayant une vie perso, plein de trucs à côté et compagnie, je trouve que c'est compliqué parce que va falloir investir pas mal d'heures dans ton projet quand même. Voilà. Pour moi, mais même que ça soit entraîneur ou grimpeur, hein, tu peux pas tout faire dans ta vie. Tu arrives à un âge où tu dois faire des choix. Tu peux pas vouloir avoir un copain ou une copine et vouloir grimper en falaise tout le temps et être capable de vouloir voir tes amis tout le temps et sortir tous les week-ends et t'entraîner ici. Tu peux pas, tu dois faire des choix. Exactement. C'est des choix de vie. Ok. Du coup, pour être un bon entraîneur, il faut que tu dédies beaucoup de temps à tes grimpeurs. Tu peux pas dire ok et du coup se pose la question de la rémunération. Ouais. Parce que on est quand même un métier qui est assez précaire. Moi, je commence à en vivre correctement parce que je commence à avoir un petit nom et je commence à trouver des partenaires qui peuvent me financer, etc. Mais à un moment, effectivement, tu peux te poser la question, attends, moi je vais entraîner des grimpeurs, je leur facture, je sais pas, 400 balles par mois, 500 balles par mois, et j'en dis, mais c'est énorme. Et tu lui dis, mais... Bah oui, mais il faut que je vive. Mais faut que je vive. Et puis regarde, rapporte-le sur mon taux horaire. Ouais. Hein, rapporte-le, là, je gagne moins de SMIC par mois. Taux horaire moins du SMIC. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un bloc ou une voie de rêve que tu aimerais faire? Alors, c'est pas forcément Blo, hein. Forcément, moi je pense tout de suite à Blo, parce que tu vois, j'ai un peu Blo qui coule dans mes veines. mais voilà, est-ce que sur le peu de bande passante qu'il te reste, tu as quelques projets en tête et des trucs que tu aimerais faire à court ou plus ou moins long terme, peu importe. Je dirais que là, je fais plus de falaises qu'avant et j'aime bien la falaise. C'est cool. Ouais, c'est cool la falaise. Franchement, en fait, j'accepte de ne jamais faire des voies très ou des blocs très durs un jour. Parce qu'en fait, je sais que je vais passer beaucoup de temps à entraîner. Et du coup, c'est illusoire de me dire un jour je ferai 9C en falaise ou 9B en falaise. Ça m'intéresse même pas. Parce qu'en fait, sinon, il faut que j'arrête de travailler. Moi, je fais pas partie des grimpeurs talentueux. Je suis un besogneux. Si j'en suis là aujourd'hui, toute ma vie, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai bossé comme un chien pour y arriver. J'ai rien eu comme ça au talent. Non, rien. J'étais pas bon à l'école. J'ai plein de lacunes dans plein de trucs. J'ai du mal à apprendre des choses. Du coup, il faut que je révise. C'est comme ça. Je suis comme ça. Et du coup, j'accepte de ne pas vouloir faire un truc très dur un jour, mais c'est pas pour autant que j'ai pas de projet pour moi. Ouais, non, mais ça peut être des projets à ton échelle, tu vois. Moi, c'est pareil. Moi, il y a quelques 7C que j'aimerais faire. Voilà, c'est un projet à mon échelle qui peut matcher, même si c'est déjà dur, avec ma vie de gros taf, 2 enfants, tu vois, tout ça, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on peut tous avoir des projets à notre échelle, tu vois. Quelqu'un, il peut se dire, voilà, mon projet, je grimpe depuis 2-3 ans, et je vais aller faire mes premiers 7A ou 7B, etc., tu vois. Donc ça peut être un 9 à falaise ou des trucs, tu vois, je fais comme ça, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a des voies qui me font rêver. Ce qu'a fait Victor l'année dernière, le canafiste, ça c'est vraiment impressionnant. Parce qu'en fait, c'est vraiment 3 voies en une. C'est vraiment une voie longue avec 3 sections différentes. Vraiment, c'est incroyable à grimper. Celui, il y a quand même celui de Golf Separation. En fait, moi, je suis grand, j'aime bien les jeter. Vraiment, c'est stylé. C'est ouf. Tu fais une approche. Moi, l'approche, je vais avoir va me coûter forcément. Et là, tu fais 3 jetés un saut. C'est incroyable. Après, je l'ai Lucien, il a fait, je crois. Il a fait, Lucien. Et ça a été répété il n'y a pas si longtemps par un Français, là. Mathéo Maromain. Il l'a fait,
Et d'ailleurs aussi par Jules Marchalan. Ouais. Ça, c'est vraiment des gros projets. C'est une voie de ouf avec des jetés en plein milieu de la voie, ACU, sur une falaise mythique. Marche d'approche 8C+, comme ça, tu fais plein de moves et après 1, 2, 3 jetés, incroyable. Incroyable. Et après, en bloc, je dirais que j'ai pas de projet à Fontainebleau. J'ai fait ce que je voulais faire. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire quand même. Il y a Fata Morgana, mais c'est pas un projet. C'est un truc, je ne mettrai pas le chantier dedans, mais j'aimerais bien le faire avant de partir de région parisienne, parce que je ferai pas ma vie ici. Non, pas tant de bloc. Ouais, non, mais c'est bien, c'est honnête. Ouais. Je suis très honnête. Alors, allez, je vais partir sur cette question. Je grimpe bien dans le rouge, je commence à faire du noir à Arcos. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus régulier dans le noir? C'est une question qui revient souvent. En fait, il y a un plafond. Il y a Et je trouve que c'est un espèce de premier plateau. plafond, comme ça, entre le rouge et le noir. Comme il y en a un énorme entre le noir et le violet derrière. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est lié à... Est-ce que c'est aussi lié à ces niveaux de force dont tu parlais un peu dans tes papiers? Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des composantes de gainage, il y a plein de choses en fait dans un bloc dur. Mais en tout cas, c'est sûr que dans plein de blocs noirs, tu vas avoir des prises quand même plus petites que dans des blocs rouges, quoi. Je dirais que effectivement la différence entre un bloc noir et un bloc rouge, même si j'aime pas trop parler de couleur parce que ça veut un peu rien dire sur une cote. Ouais. Et puis c'est un grimpeur qui l'ouvre, enfin un ouvreur qui le fait. Ouais, bien sûr. Et là, il n'y a pas longtemps, mais du coup, t'as quoi comme niveau? T'as un niveau noir 1, noir 2, noir 3. J'étais là. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ça maintenant. Mais c'est la merde, quoi. Alors, voilà. Et du coup, en blog, ça correspond à quoi? C'est cet taf. On sait rien, on se fiche. La différence, en fait, elle va être un peu au niveau des curseurs de force, la tenue de prise, mais elle va jouer aussi sur l'exigence. Surtout sur l'exigence. En fait, les blocs vont être plus durs à grimper. Le pied va être plus petit. Sur une dalle ou même dans un dévers, il y aura une composante effectivement d'exigence, un talon à poser très très exigeant. Et du coup, la question qu'il faut se poser pour ce grimpeur, c'est est-ce que je suis limité par ma capacité physique ou est-ce que je suis limité par ma technique en grimpe? Et ce qu'on en parlait il y a pas longtemps. Est-ce que quand je mets une spate, j'arrive à tirer sur ma spatule? Est-ce que quand je mets un talon, j'arrive à bien charger le talon et bien m'alléger? Est-ce que, voilà, tout ça. Et le retour, il est souvent physique. Ok, j'arrive pas, mais tu vois, je tiens pas assez les prises. Mais là, tu tires pas dans ton pied. Là, t'es par lâché. Là, la prise, mais prends-toi en dessous et te mettre bras carré, prends-toi en dessous. Tu vois, moi, j'ai quand même une approche assez techniciste de l'activité. Et du coup, même si des grimpeurs qui ont des lacunes techniques, c'est comme ça, il faut aussi jouer avec ses armes. Tu vois, si je fais l'analogie un peu en compétition, le grimpeur, il vient me dire, mais tu vois, Guillaume, là, je suis pas assez fort. Ok, là, aujourd'hui, tu peux pas être plus fort. On va pas développer des qualités de force maintenant. Comment tu peux faire pour essayer de réussir le bloc? Ok. Est-ce que là, la prise, tu la tiens pas? Ok, mais est-ce que tu peux mettre dessous? Est-ce que tu peux mettre en dessous, tirer sur la hanche, passer, essayer de pas mettre ta main, tu la mets pas comme ça, mais tu la mets juste comme ça. Tu vois, c'est des mini détails, mais qui font vraiment, vraiment la différence. Et ça, mais je le vois dehors. Quand Fontainebleau, même on est en compète partout. C'est cette somme de petits détails qui va faire progresser. Et pas te dire, ok, j'ai plus de doigts, je suis plus fort. Oui, mais pas que. C'est pas. J'ai croisé. Moi, j'ai une force de mouche. Clairement, tu vois. Je l'ai développé, je pense que si je développe 350 newtons par main, c'est déjà un record, tu vois. J'ai vraiment une force de mouche. Mais je vais arriver à serrer des petites prises. Et tu vois, je suis passé à Arcos Massy il n'y a pas longtemps. Et il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, putain, comment tu fais ce move et tout là? Parce que c'était, tu prends une inverse, tu as le pied dans les dents, tu te mets dessus, tu vas chercher une petite, tu dois reprendre une petite. Et à chaque fois, tu vois, je trouvais des belles pieds pour alléger ma main et pouvoir bouger, tu vois. Bidouille, quoi. Voilà, je bidouille, tu vois. Et ces jeunes, ils étaient beaucoup plus... Parce que moi, je mangeais pas chez Nature, tu vois. Voilà. Mais ils sentaient pas justement ce place-là, tu vois, du cul, de machin, de cul. Et ça, tu le chopes en grimpant, quoi. Il y a de la chier. Tu vas à l'air, il y a plein de grimpeurs en salle qui sont très performants, qui grimpent que dans les salles parisiennes. Ils vont à Fontainebleau, mais... Ce que jamais dans du cercle. J'ai croisé un jeune une fois, il torchait toutes les noires. Je te promets, il torchait toutes les noires. Il faisait des gros dynamiques où il vient une micro-réglette là, genre, tu vois, 10 mm. Il va dynamiser, il se réceptionne sur une 20 mm, il prend le ballon et toi un bras. Et, tu vois, force de nul, quoi. Tu vois, genre, tu peux l'envoyer dans du 8 à Ablo et s'il s'entraîne, il va faire le bloc. Je suis sûr qu'il ne sera pas limité physiquement. Je lui demande s'il va à Blo et il me dit, ah bah non, j'y suis allé une fois, je me suis rousté dans du 5, j'ai compris que c'était pas pour moi, tu vois.
Ah ouais. Ça dépend ce que tu recherches dans ton Et activité. vas-y avec des gens qui connaissent un peu la forêt, Ouais, qui proposeront des blocs, verras. parce que tu vas voir, tu vas pouvoir kiffer. Même Ça- des fois, dans ça des va blocs plus durs, tu vas vraiment kiffer. Et surtout, ça va te faire progresser en fait. Ouais. En fait, moi, Ouais, en je suis obnubilé par la progression. Je suis pas le même homme que j'étais il y a 3 ans et je veux pas être la même personne dans 3 ans. Je veux évoluer. Et du coup, pour ça, il faut se remettre en question, il faut se questionner, etc. C'est un beau message. C'est un beau message de force, je trouve. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était un plaisir. C'est un plaisir de discuter avec toi, sincèrement. Bah, c'est réciproque. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous servira. Je mettrai le lien vers le site web du Club de Massy dans la description, vers le site web Camp également. Hein. Merci Camp pour te soutenir et soutenir le club, sincèrement, voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui soutiennent les athlètes, donc c'est important de le souligner. Qu'est-ce que je te dis? Je te souhaite le meilleur pour la suite. Ouais. Et puis de toute façon, on se recroisera forcément en forêt. En forêt, en passion, Etc. là, ça va. Mais ouais, carrément. Ciao Guillaume. Salut tout le monde. Ciao.